on a décidé de faire une deuxième session formation parce qu'il y en a eu une la semaine dernière et le temps était trop court. Et du coup, on s'est dit aussi que ça serait sympa d'inviter des étudiants. Donc, il y aura Sébastien Bulan qui représente les étudiants infirmiers et qui pourra nous parler des problématiques qu'il rencontre et échanger avec vous. Et il y aura normalement Dr Ounas, qui est un médecin anesthésiste, mais qui a commencé sa carrière en tant qu'ASH et qui a gravi tous les échelons, qui a fait l'école d'aide-soignant, d'infirmier, d'IAD, je crois, pour finir médecin anesthésiste. Voilà, donc il nous racontera tout ça s'il veut bien nous rejoindre tout à l'heure. Je laisse Sébastien se présenter et par contre, je demanderai à tout le monde de couper les micros, tous les gens qui ne parlent pas, s'il vous plaît. Merci. Du coup, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ou pas? Super. Ok. Donc moi, c'est Sébastien. Donc du coup, je suis étudiant infirmier en 3e année au CHU Amiens. Et du coup, je suis une reconversion professionnelle. Avant ça, j'étais brancardier. Donc voilà. Merci de m'accueillir parmi vous. Donc, le docteur Ounas n'étant pas là, qui souhaite s'exprimer alors sur peut-être… Juste, on attend également encore, il y aura donc Laurence Marbach qui a participé également à la première session sur audition sur la formation. Donc, Laurence qui se présentera quand elle arrivera, mais qui est une maman d'une étudiante en médecine qui malheureusement nous a quittés en 4e année pour des raisons de surmenage, malheureusement. À ce titre-là, elle a créé une association, un collectif qui est valide pour la santé des internes et étudiants. Voilà, et donc qui intervient, qui a vu la dernière fois, notamment une série de chiffres plutôt affolants sur les conditions de travail qu'ont dans les hôpitaux et ailleurs les infirmiers, pour en avoir discuté un petit peu avec Sébastien, et effectivement des étudiants en médecine. Alors, Oui. si tu veux bien, Emmanuel, commencer, s'il faut qu'on commence, on peut peut-être commencer par Sébastien, qui lui-même, finalement, parmi vous tous, est le seul étudiant. Et peut-être que Sébastien, tu pourrais nous ta mère. Qu'est-ce qui t'a amené au départ, voilà, qu'est-ce qui t'a, comment dire, motivé à changer de métier, de convertir, et quels sont les… Il faudrait couper un micro. Ouais, il y a quelqu'un qui a un bruit derrière, Ouais, ça va faire qui mal. fait sa vaisselle. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, tu as rencontré comme difficulté? Qu'est-ce que tu peux avoir comme retour d'expérience maintenant que tu arrives en 3e année? Voilà, il y a certainement des choses qui vont bien, mais peut-être des choses qui vont moins bien. Voilà, on t'écoute. Ouais. Et bah, du coup, on peut aborder déjà le terrain des stages. En fait, ce qui se retrouve compliqué, donc bon, bien sûr, on peut parler de la pandémie et tout, mais c'est un problème qui est connu depuis longtemps. Il y a déjà des problèmes avant ça. Et du coup, là, on a des équipes qui sont complètement épuisées et tout. Et du coup, c'est quand même compliqué pour elles de nous encadrer correctement parce qu'elles sont elles-mêmes à bout. Donc, en fait, on se retrouve avec un problème, c'est que tout le monde en a ras-le-bol et on leur demande de former des étudiants qui eux-mêmes, du coup, en ont déjà marre avant même de commencer. Et en gros, c'est un retour que j'ai de ma promo, enfin, et des autres promos, parce qu'en fait, je suis élu de la promo et j'ai beaucoup de contacts avec les autres promos. Et du coup, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, tout le monde en a déjà marre, limite avant de commencer. Il y a énormément de changements d'orientation en cours. Et du coup, il y a une augmentation, et je crois que c'est à peu près 20% en plus d'étudiants qui changent d'horizon avant même la fin de leur étude. Et du coup, c'est un gros problème qu'on rencontre. Et bah, c'est pareil, maintenant on a des formations hybrides, ils appellent ça, c'est à moitié distanciel et présentiel, c'est pour qu'on se croise le moins possible dans les instituts. Et du coup, devenir des bons futurs soignants derrière un écran, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, quoi. Et, Excuse-moi, Sébastien, ouais. c'est toujours actuel, ça, ces formations hybrides? C'est toujours… Alors, du coup, je vais parler pour mon institut. Et du coup, eux, ils ont opté pour garder ce format d'enseignement hybride, plus ou moins en fonction des possibilités, mais c'est principalement pour les CM, les cours magistraux. Et
Mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas cette interaction qu'on peut avoir en présentiel, en fait. Même, parce que c'est mon point de vue personnel, pour les futurs soignants, je pense qu'on est complètement apte à respecter les gestes barrières en permanence et je pense que notre formation, on peut la vivre en présentiel à temps plein. Notre futur métier seront consacrés à être en temps plein auprès des patients qui sont malades de n'importe quelle pathologie. Et je trouve ça dommage, en fait. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on vous a imposé un système qui était imposé par la pandémie, on peut comprendre, voilà, et aujourd'hui on vous a imposé ce système de formation hybride sans vous demander à vous, les principaux intéressés, si ça vous apportait ou si au contraire, eh bien, ça vous provoquait plus de désagréments, c'est-à-dire que peut-être une proposition, parce que c'est un petit peu aussi la notion de ce groupe, c'est d'être un peu plus en interaction avec comment dire ça, d'être de solliciter les principaux intéressés sur finalement les méthodes employées. On peut tenter des méthodes, mais si elles ne sont pas bonnes, est-ce que je me fais comprendre? Il y a Sophie qui veut parler, je vois. Je vais juste dire une chose avant, c'est que en fait, pour l'instant, là chez nous, c'est une proposition qui est plus ou moins adoptée là jusqu'on va dire à la fin de cette année. Et c'est vraiment ce que je disais, c'est pour les cours magistraux chez nous. Donc tout ce qui est TD et autres cours se font quand même en présentiel. Mais le but, c'est qu'on se croise le moins possible au sein des instituts, parce que chez nous, on est 1500 étudiants. Et du coup, ça pose problème de se retrouver à 1500 toujours en même temps. Après, bien sûr, il y a les stages et différentes formations, mais voilà. Je vais laisser à Sophie qui voulait rajouter quelque chose. Oui, vas-y Sophie. Non, mais le problème aussi, il y a eu un problème financier qui rentre en jeu. Et Sébastien, tu vas me dire si c'est pareil dans ton IFSI, mais le problème, c'est les cours en capsule. De plus en plus, avec l'université, c'est des cours qui sont enregistrés par des médecins ou des psychologues et c'est sous forme de petites capsules d'enregistrement des cours de 15 à 20 minutes qu'on laisse à l'étudiant. Donc, on sait qu'on calcule 3 fois le temps. C'est-à-dire qu'il y a une capsule de 15 minutes, on multiplie par 3 le temps étudiant derrière. Et ces capsules-là, elles sont faites à la maison. Et en fait, l'étudiant le fait quand il le veut, quoi. Il a un syllabus en début de semestre. On lui présente toutes les capsules qu'il va devoir voir sur le semestre. Et on fait des TD en lien ou des quiz en lien avec l'intégration des connaissances de ces capsules. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça à Amiens, mais en tout cas, à Montluçon, qui est un petit IFSI, c'est ce qui est mis en place. Et c'est vrai que les capsules, il n'y a pas d'interaction. S'ils ont des questions à poser avec l'intervenant en face, il n'y a personne et ils n'ont pas de réponse. Donc, c'est à eux d'aller faire de la recherche et de chercher ailleurs, quoi. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que vous décrivez parce que c'est exactement ce qu'on propose aux étudiants, par exemple, de faculté en distanciel. Mais en général, ça, c'est vraiment pour des gens qui ont déjà un travail à côté, qui décident de reprendre des études et donc qui font le choix d'avoir des cours à distance avec des formes de capsules un peu plus longues que 15-20 minutes où ils sont assez seuls, mais ça reste anecdotique. Je veux dire, le gros quand même des étudiants, c'est la présence dans les IFSI. Donc la tendance finalement, elle est de… ça s'inverse. Ça s'inverse. Dans tous les cours en CM qui sont faits en capsule quasiment pour tous les cours de biologie, les cycles de la vie, tous les processus, en fait, ils sont faits en capsule. Alors, j'ai une question. Est-ce que ce mode de transmission, de pédagogie, est évalué? Oui, c'est dans le sens où nous, on fait des TD d'intégration de connaissances, c'est-à-dire que les formateurs sont obligés de regarder quand même les capsules pour savoir ce qui est dit dans ces capsules et de nous assortir ce qui est important pour les étudiants infirmiers, pour la formation derrière, pour le métier, et de faire ensuite les partiels en fonction. Alors, on fait des TD d'intégration pour voir s'ils ont bien compris l'essentiel des capsules et ensuite, on fait les partiels en fonction de ces TD, quoi. Alors, quand c'était juste une évaluation de satisfaction auprès des élèves. Est-ce que ça… Ils ne sont pas du tout satisfaits, les étudiants. Enfin, nous, ils ne sont pas contents parce que s'ils ont des questions, ils n'ont personne pour avoir une réponse. Voilà. Et est-ce que ce mode de fonctionnement est dû à la pandémie ou est-ce que ça va perdurer et que c'est quelque chose qui va s'installer? C'est j'arrive pas à le dire. La mise avec l'université qui fait que ça s'est mis comme ça. Moi, à Montluçon, on n'a pas d'université, c'est Clermont-Ferrand.
Donc, du coup, on a les cours des intervenants à Clermont. Et encore, là, c'est des capsules, mais on a eu les streamings, c'est-à-dire des cours enregistrés dans l'amphithéâtre de Clermont, où les étudiants qui posaient des questions n'avaient pas les questions parce qu'il n'y avait pas le son, on n'avait pas le retour. Donc, c'était très compliqué. Et là, on a vu jusqu'à 3 heures d'enregistrement à mettre à des étudiants sans qu'il y ait d'interaction. C'est l'horreur. Juste, j'apporte mon écho là-dessus sur le distanciel. Il faut savoir que je reviens sur les études de médecine, mais savoir que les jeunes qui sont rentrés en études de médecine l'année dernière pour cette réforme ont connu le bac en distanciel, ont connu forcément leur première année de médecine en distanciel. Et aujourd'hui, les élèves qui se retrouvent en LAS 2, par exemple, n'ont en présentiel que leurs cours de majeur, c'est-à-dire tous les cours sauf la santé. Tous les cours de santé, ce sont des cours en distanciel pour les LAS 2. Voilà. Donc, ils n'ont pas un seul enseignant face à eux. Voilà, ils passent des UE cette année, 12 pour Rouen, par exemple. Ils n'ont pas eu un cours en présentiel. Donc oui, le distanciel, c'est une mise en place qui est intervenue, qui s'est élargie avec la pandémie, mais c'est valable pour la médecine, mais c'est valable dans l'éducation nationale ou un peu partout. Donc voilà, alors c'est aussi, nous, ce qui nous impressionne un petit peu, c'est de nous dire aujourd'hui que on n'a pas de place pour les enseignants dans les facultés parce qu'on ne peut pas en prendre plus, alors que finalement, le distanciel est devenu maintenant un mode de fonctionnement. Et donc, finalement, on peut allier la présentielle d'un nombre important de personnes en mettant, vous allez être présent ce jour-là, puis l'autre jour, vous aurez un distanciel, et ainsi de suite. Donc, dans un sens, ça peut être positif. On se dit, on peut avoir plus de monde, parce qu'on peut avoir plus de cours en distanciel, présentiel. Dans un autre sens, on nous dit, non, on ne peut pas, parce que vous comprenez, on ne peut pas accueillir plus de monde. Donc, c'est quand ça les arrange. Voilà. Mais je crois qu'effectivement, cette situation-là est devenue aujourd'hui intéressante parce que, comme j'ai vu passer, par exemple, avoir des cours en capsule, ça évite de payer un enseignant en présentiel. Voilà. On voit bien une épargne économique. Mais ce qui est terrible, moi, je me dis, en tant qu'adulte, c'est un mode d'enseignement connu de faire appel à du distanciel, mais on est adulte, on n'a pas toujours besoin. Mais c'est déjà difficile. Là, on s'adresse quand même à une catégorie de personnes de 18 à 25 ans, on est d'accord, qui, on le sait, ont besoin d'un accompagnement, qui sont encore en plein développement. Donc, pourquoi s'entête-t-on à vouloir maltraiter nos étudiants? C'est une bonne question. En fait, cette deuxième audition, elle est intéressante parce qu'on a déjà vu, Sébastien, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au téléphone, en disant que il y avait des problèmes parce que des étudiants ont besoin d'avoir un deuxième boulot pour pouvoir travailler, donc forcément les horaires sont longs. Donc ça, c'est quand on arrive au deuxième cycle de sa formation ou au troisième cycle, forcément, on est dans un milieu professionnel et il faut vivre, hein, on travaille, on n'est pas payé énormément et donc il faut pouvoir vivre, se payer. Mais finalement, la formation à la française aujourd'hui dans la santé, avec cette réforme et avec avec les PACES avant, on est dans un système où on a mis en place la maltraitance des étudiants pendant la formation et ensuite quand ils ont leur année. Et cette année, en fait, moi, je suis très inquiet parce que je vois, et on entend parler, quand Laurence sera là, peut-être qu'elle en parlera, elle en parlera. Je suis là. Voilà. Donc forcément, cette souffrance des étudiants arrive à des moments, et on le voit malheureusement très souvent et trop souvent, à des extrémités dramatiques. Moi, là où je suis inquiet, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants en médecine sont également, depuis 2 ans, dans une maltraitance absolue, une maltraitance qui est administrative, qui est de gens qui sont censés normalement les encadrer. Cette maltraitance, elle est terrible. Il faut savoir quand même que sur le corpus de jeunes qui se sont engagés l'année dernière dans leur vocation à devenir médecins, dentistes, sages-femmes et autres, il y a 60%
de gamins qui ont disparu par rapport au nombre de l'année dernière. Alors, disparu parce que beaucoup sont partis à l'étranger, énormément, hein, puisque finalement, on a un président qui nous dit qu'on peut trouver un travail en traversant la rue, mais finalement, les jeunes ont vite compris qu'il fallait traverser la frontière pour pouvoir devenir personnel de santé. On ne les retrouvera pas forcément, ces jeunes-là, parce que c'est compliqué de revenir après en France. Et puis, il y en a beaucoup qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas cru à cette deuxième chance qui leur est offerte. Alors, on en reviendra tout à l'heure. Hein, on viendra tout à l'heure sur les propositions. On viendra à la fin de cette heure sur les propositions que moi, je voudrais apporter. Mais il faut vraiment, et je pense qu'on va s'en rendre compte avec tout ce qu'on va dire maintenant, qu'on est vraiment actuellement dans une maltraitance complète du système de santé. Vous êtes professionnel, vous vivez mal, et il y a beaucoup de gens qui démissionnent. Vous voyez les conditions, et vous le dites vous-même, que finalement la pandémie, elle n'a fait que accentuer un problème qui existe depuis des années. Eh bien, aujourd'hui, personne dans le monde de santé en France ne va bien. Les malades, forcément, Emmanuel, et personne ne va bien dans le excuse-moi. monde de santé aujourd'hui. Excuse-moi Emmanuel, me permets de te couper. Juste pour dire, la dernière fois, on avait fait l'état des lieux et vous aviez déjà fait des propositions comme un moratoire sur les études Oui, mais il y a de santé sur c'est le... pour ça qu'on avait besoin d'un deuxième, parce que Bien sûr, mais est-ce que Oui, dis-moi. Est-ce que tu pourrais nous dire de ton point de vue, voilà, au moins une de tes propositions, Choc, qu'est-ce que tu proposerais maintenant pour qu'on puisse peut-être en débattre avec les autres Alors, pour améliorer les choses? Je te dirais que c'est très, très particulier parce que nous, on est dans l'entrée du métier. Et nous, on a des propositions qui sont urgentes. C'est-à-dire, on est dans l'urgence aujourd'hui parce que cette réforme est née sur un mensonge et donc il y a des places qui n'ont pas été données et qui auraient dû être données. Donc nous, on attend d'urgence que ces places soient accessibles pour les jeunes. On attend d'urgence que les enfants de Paris, par exemple, qui ont eu leurs euros, qui ont été recalés aux euros, c'est valable aussi à Strasbourg ou dans d'autres facultés, que ces gamins qui, sur un oral étonnamment qui n'avait rien à voir avec la médecine, eh bien, a été recalés. On attend que ces jeunes-là puissent être réintégrés puisque le Conseil d'État a dit qu'ils avaient raison d'être et qu'ils avaient raison d'avoir donc on attend qu'ils soient réintégrés et qu'ils prennent peut-être la place de tous ces jeunes qu'on a envoyés en deuxième année qui venaient de l'AS 1 et puis qui se sont rendus compte que ils n'avaient pas les bases et qui ont abandonné parce qu'ils ont été ils devaient être aidés, ils n'ont pas été aidés. Donc en deuxième année, il y a plein de gens qui ont abandonné déjà. Et donc il faudrait c'est des places perdues hein, pour demain, pour les médecins de demain. Donc, il faudrait qu'on réintègre ces jeunes-là. Ça, c'est des mesures d'urgence à apporter, qu'on peut apporter demain, après-demain, si enfin on prend en compte ces questions-là. Et après, c'est pour ces études de santé et pour éviter cette maltraitance, eh bien, il faut harmoniser tout ça. Il faut arrêter de sortir de chacun fait ce qu'il veut, où on veut, c'est-à-dire qu'on a des inégalités qui se créent partout. Donc, il faut harmoniser tout ça. Et pour harmoniser tous les programmes, pour harmoniser tous les oraux, pour harmoniser ce qui doit se passer dans la santé en France, que ce soit pareil à Toulouse, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, à Amiens ou ailleurs, mais il faut en finir avec cette idée, fausse bonne idée du départ, de dire il faut un double cursus pour les étudiants en médecine. Voilà, aujourd'hui, les étudiants de l'AS2 ne font pas de médecine, mais font de la biologie. Et donc, ça, c'est Emmanuel, oui, Sébastien voulait répondre à ça. Ouais. Et puis moi, je voudrais compléter sur la suite. Eh bien, parce que c'est pas tout de rentrer, c'est qu'il faut tenir plus de 10 ans après. Hein. Oui, c'est sûr. Et là aussi, il y a des choses. Et puis, on passera la parole à Laurence après, juste après. D'accord? Oui. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, enfin, au niveau des études dans la santé en général, il y a un gros problème, mais il faut surtout y avoir le problème en amont. Et ce problème, c'est la santé déjà d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, les personnes qui nous encadrent, qui nous forment et qui vont nous donner les cours ou autres, ont déjà un ras-le-bol de système de santé qui ne va plus, en fait. Et si on ne va pas faire ce travail, avec le collectif ou autre, attention,
Mais en amont, pour changer tout ça, je pense que si on ne change pas avant, on ne pourra pas changer au niveau des études, en fait. Parce que si on a des équipes qui sont plus en mesure de nous former correctement et nous transmettre leur savoir, parce qu'on ne peut pas devenir soignant sur un bout de papier ou devant une vidéo. C'est cette partie terrain qui nous apporte beaucoup. Et sans des soignants qui sont au top avec les ressources nécessaires et tout ce qu'il faut, on ne pourra pas changer les formations de demain. Et, à la fois, Emmanuel, il parlait de la structure elle-même de la faculté, et toi, tu parles aussi des gens qui sont plus en mesure de transmettre un savoir. C'est ça, en fait. De la santé en général, c'est ça, de nos pairs, comme on dit. Bon. Est-ce que, Laurence, vous pouvez intervenir? Moi, je rejoins quand même ce qui a été dit. La question, c'est vrai qu'on n'apprend pas les métiers de la santé derrière un ordinateur, c'est une évidence. Et c'est vrai que la question de l'encadrement des terrains de stage se pose et qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment le nombre d'étudiants avec un nombre d'encadrants insuffisant et au bout du rouleau. Donc moi, pour rejoindre ce qui a été dit, je pense qu'il faudrait arriver à élargir le nombre de terrains de stage et à former effectivement plus d'encadrants. Mais au-delà de ça, quand même, les études de santé sont maltraitantes du début jusqu'à la fin. Et on est dans une maltraitance organisée. Ouais. Et les encadrants sont des personnes qui ont elles-mêmes fait des études qui les ont maltraitées aussi. Et donc reproduisent un petit peu le schéma qu'elles ont connu. Il y a une forme de formatage qui se passe. Moi, je pense que pour sortir de ça, il faudrait absolument introduire dans les cursus de formation, alors là, on va parler de la formation initiale, de la formation des étudiants en santé, des modules de formation qui parlent de la bienveillance au travail, du management, et qui leur apprennent qu'il faut un métier difficile, que c'est un métier qui est un métier de l'humain. Ce n'est pas qu'un métier scientifique, c'est aussi s'occuper des malades, et c'est aussi s'occuper des malades dans des équipes de soins, avec chacun son métier. Et moi, je pense qu'on a une grosse difficulté aujourd'hui dans les stages, c'est que les encadrants n'ont jamais été formés au management et on leur demande pourtant de faire du management ou de l'encadrement. Et personne n'a jamais été formé non plus à la prévention des risques, à la bienveillance au travail, et je dirais à l'éthique, mais au-delà de l'éthique, tournée vers le patient. Il y a aussi l'éthique professionnelle, d'une manière générale, les comportements que l'on doit avoir ou ne pas avoir envers ses collègues, comment travailler en collectif de travail. Tout ça, ça va leur permettre de mieux se confronter à un métier difficile sur les terrains de stage, mais après, ils seront eux-mêmes formés et lorsque même ils deviendront seniors et qu'ils vont encadrer eux-mêmes des étudiants plus jeunes, eh bien, ils auront acquis cette compétence que n'ont pas pu acquérir souvent les seniors qui les encadrent aujourd'hui. Donc, il faut aussi modifier les contenus des cursus et y introduire des choses qui sont plutôt de l'ordre des sciences humaines. Voilà. Et pas que de la médecine, de la technique, il n'y a pas que ça. Laurence, c'est très intéressant, mais moi j'ai une question. Comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Il suffit d'introduire tout simplement des modules obligatoires sur ces sujets-là. Comment font les autres? Qui décide ça? C'est ma question. C'est quel interlocuteur aller solliciter pour modifier? On est bien sur des ministères de l'éducation ou de la santé. Qui peut intervenir? Comment faire? Alors, de mon point de vue, il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est un niveau national, c'est vrai, et c'est vrai que s'il n'y a pas des impulsions politiques au niveau du ministère de la Santé et des deux ministères qui sont concernés, ça avancera forcément beaucoup moins vite. Ensuite, au niveau de chaque faculté, un doyen de faculté, il a quand même quelques marges de manœuvre. Et s'il décide un jour qu'il veut introduire un module, parce que ce n'est pas des modules très longs quand même, un module sur la prévention des risques psychosociaux, la détection du mal-être
chez ses collègues, eh bien, il a tout à fait le droit de le faire. Hein. Il n'a pas besoin d'aller demander l'autorisation non plus. Hein. Ce ne sont pas des modules qui prennent des heures et des heures. C'est une demi-journée, c'est une journée. C'est pas plus que ça. Hein. Alors moi, je ne sais pas comment fonctionne l'hôpital, mais peut-être que aussi quand on a des formateurs, peut-être que quand on les recrute ou quand il y a des gens qui à l'hôpital sont bienveillants. Hein, tout le monde n'est pas malveillant à l'hôpital. Il y a des gens qui adorent leur métier et qui le feraient très bien et qui partageraient très bien. Peut-être qu'effectivement, quand on crée ces terrains de stage, comme disait Laurence, plus il y aura de terrains de stage, plus on aura des personnes forcément très bien qui feront ces stages. Et puis finalement, après un moment, on n'ira que dans les stages qui sont bienveillants et puis ceux qui sont malveillants, on n'ira plus les voir. Parce qu'on dira, là, ça ne se passe pas bien, donc on ira ailleurs. Donc je pense que les gens doivent connaître, dans les hôpitaux, il y a bien des gens qui se chargent du personnel, comme dans toutes les structures. Donc on doit savoir qui sont les bons formateurs et les mauvais formateurs. Mais encore une fois, tant qu'on n'aura pas assez de terrains de stage, et c'est ce qu'on entend aujourd'hui, on dit on ne peut pas former plus parce qu'on n'a pas de terrain de stage. Mais forcément, les doyens gardent sous le coude tous les étudiants. Et normalement, il est quand même prévu qu'on puisse aller se former dans des maisons médicales, qu'on puisse aller dans des centres hospitaliers de secteur, qu'on puisse aller dans des cliniques privées. Donc tous ces terrains de stage existent. Il suffit d'aller, les conventions peuvent exister, il suffit d'aller les solliciter, mais on ne les sollicite pas. Donc c'est facile de dire derrière, on n'a pas de formateurs, si derrière on ne sollicite pas les endroits où on doit les avoir. Et c'est leur boulot. Là, je vais parler des doyens, mais c'est le travail des doyens. On s'est retrouvés, nous, sur cette réforme, à parler avec un doyen, qui est le doyen de Tours, qui était le président de la conférence des doyens de France, qui nous disait on ne peut pas former. Alors que lui, chez lui, à Tours, il forme, il permet d'aller dans des terrains en privé. Mais il dit qu'au niveau national, on ne peut pas le faire. C'est juste aberrant d'avoir un discours comme ça qui est formaté parce qu'on doit s'autoprotéger les uns les autres. Et alors que parfois, on peut avoir l'appréhension d'esprit de faire des choses qui pourraient être généralisées. Et donc, ça, il va falloir sortir de cette petite bulle que les gens ont et ouvrir le monde médical. On le voit avec ce Ségur, il est ouvert à plein de métiers, à plein d'endroits. On a vu les médecins de ville, on a vu plein de gens. On a vu les infirmières libérales qui disaient qu'elles pouvaient prendre des stagiaires aussi avec elles, même si je crois que ce stage, il est obligatoire déjà. Mais ça veut dire que tous ces terrains, ils existent. On ne sollicite qu'une petite partie de ce monde médical pour former les futurs médecins de demain. Et alors, forcément, ils ne veulent pas aller dans les petits endroits, mais on ne les envoie pas dans les endroits un petit peu plus écartés. En France, on ne les envoie pas là-bas, donc forcément, ils ne vont pas vouloir forcément y aller. En fait, pour résumer, il faut sortir de l'hospitalocentrisme. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas qu'à l'hôpital qu'on peut se former. Il faut sortir de cet hospitalocentrisme qui consiste à penser que sorti de l'hôpital, on va mal se former. Non, c'est faux. On peut se former dans plein d'endroits, il y a plein de lieux de stage et il n'y a pas que des lieux de stage à l'hôpital. C'est vraiment une conception finalement de la formation. Moi, j'appelle ça l'hospitalocentrisme, c'est mon expression, hein, qui est un peu avec des œillères, quoi. On considère que les terrains de stage ailleurs, forcément, ils seront moins bien, les gens ne seront pas formés. Ben non, ça peut s'organiser. Ça peut tout à fait s'organiser. C'est un mot intéressant. Pour ça, il faut une impulsion politique, c'est vrai. C'est vrai, il faut une impulsion politique, ça va toujours plus vite dans ces cas-là. Mais que oui, au niveau de chaque faculté, ils ont quand même des marges de manœuvre, ils peuvent passer des conventions s'ils le souhaitent, hein. C'est possible. Alors ça, c'est au niveau médical, mais ça serait intéressant d'avoir l'avis aussi des paramédicaux, de savoir, Sébastien, je pense que vous avez des terrains de stage un peu hors hôpital et Sophie pourra peut-être confirmer. Oui, enfin, du coup, on a des terrains donc, hospitaliers, on fait aussi tout ce qui est terrain privé, clinique, on a tout ce qui est EHPAD, on a des crèches. On peut aussi avoir des stages avec les infirmières hygiénistes. Enfin, toute la santé, nous, on a des terrains de stage un peu partout, mais c'est toujours le même problème, c'est qu'on n'a pas assez de terrains de stage pour tout le monde. Et en fait, du coup, des fois, on se retrouve aussi trop d'étudiants dans un même stage et les équipes nous disent que c'est compliqué d'encadrer correctement quand on a 2-3 étudiants
en même temps. Parce que c'est ce que je disais, en fait, nous, on est des promos enfin, moi, en première année, on était 194. Mais en troisième année, on est encore 136. Et quand on est en stage, on a 2 ici sur Amiens. Donc, du coup, c'est un chassé-croisé énorme et il n'y a pas assez de lieux de stage. Et effectivement, il y a des terrains de stage qui sont connus comme difficiles ou des équipes mal encadrantes. Mais effectivement, ils en écartent certains, mais au normalement, on ne peut plus non plus écarter parce que on se retrouve sans terrain de stage pour tout le monde. Et clairement, c'est des lieux de stage qui sont craints par les étudiants quand on les met dans la case ce stage-là. Et nous, on sait, on en parle entre nous, c'est très vite compliqué et c'est souvent des stages qui s'arrêtent avant la fin. Et tout le monde est au courant, mais voilà, il ne se passe rien. Donc la Mais question, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh ben, très bonne question. C'est quand même fou parce que vu tous les terrains de stage qu'on évoquait en libéral, par exemple, hein, avec des infirmières libérales, avec des maisons de santé, L'HAD, des crèches, comme tu disais, oui, d'HAD, je pense qu'il y a une multitude de terrains de stage. Est-ce qu'ils sont bien exploités? Quelles sont les difficultés? Pourquoi les gens ne veulent peut-être pas prendre d'étudiants aussi? Alors moi, j'ai travaillé un petit peu en libéral, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes horaires, mais peut-être que ça coince ou au niveau des organisations des IFSI ou au niveau plutôt des professionnels qui veulent pas accueillir. Je sais pas si Sophie elle peut nous répondre là-dessus. Peut-être. Les stages au niveau du libéral, c'est les étudiants qui recherchent parce qu'on ne leur impose pas. S'ils veulent retourner dans leur région, ils peuvent chercher une infirmière qu'ils connaissent ou près de chez eux. Je leur déconseille de prendre une infirmière qu'ils connaissent parce qu'en général, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais ils recherchent. Après, on a quand même des lieux de stage multiples. Nous, on a de la chance d'avoir quand même pas mal de terrains de stage. La difficulté qu'on retrouve depuis quelques années, c'est le manque de personnel pour pouvoir justement suivre ces stagiaires. Parce que quand ils se retrouvent à 3 ou 4 stagiaires pour une infirmière, je suis désolée, mais ça, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, on a plusieurs étudiants infirmiers là avec nous et il doit se retrouver à plusieurs. Et puis, j'ai envie de dire, bah, c'est celui qui se fait le plus remarquer qui a plus de chances de suivre une infirmière ou d'aller faire les soins. Enfin, c'est triste, mais c'est comme ça. Moi, j'ai vraiment une question. C'est un peu comme dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont en charge d'organiser ces questions-là. Qui sont les gens? Est-ce que d'ailleurs ils existent? Ou alors c'est à la discrétion de chaque établissement, enfin de chaque fac, de chaque doyen, de chaque directeur d'IFSI? Il n'y a pas à un moment donné un organe décisionnel par rapport à ces questions-là? La répartition des étudiants, c'est un peu au doigt mouillé? Enfin, c'est une question. Moi, je peux répondre un peu. Mais... fonctionnaire qui est envoyé dans les services et les cadres des services nous renvoient le nombre de stagiaires qu'ils peuvent accueillir en première année, deuxième année, troisième année. Et en fonction de ça, on a une coordinatrice à l'IFSI qui s'occupe des stages et qui met les stagiaires en fonction du nombre de places dans les lieux de stage. Laurence, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, c'était à peu près la même chose. Moi j'ai une expérience qui concerne pas le métier d'infirmier, mais j'ai une fille qui fait des études d'orthophonie et ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que la faculté recense les terrains de stage. Les stages en libéral, en général, ils doivent les trouver seuls. Alors, après, il y a un deuxième sujet, c'est que souvent, les professionnels préfèrent accueillir en stage des élèves, des étudiants qui ont déjà un petit peu d'expérience. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les débutants, les premières années, les deuxièmes, enfin, ceux qui débutent, de trouver un stage que pour ceux qui vont bientôt être diplômés. Parce que ceux qui vont bientôt être diplômés, on se dit, oh, bah, ils vont nous aider, ils vont nous donner un coup de main, ils percutent vite, ils connaissent déjà le métier. Et ça, c'est un frein aussi, souvent. Après, moi, ce qui m'étonne, je suis désolé, moi je ne suis pas du monde médical, je vois ça de l'œil du père de celle qui veut devenir médecin. Mais quand on parle de formation des personnels de santé de demain, c'est quand même au départ un acte politique. Et l'acte politique, c'est les gouvernements. Si les gouvernements mettent en place, plutôt que de mettre en place des réformes absurdes, mettre une vraie réforme des systèmes de la formation avec les moyens mis en place, parce que c'est ce qu'on nous répond aussi, on dit que l'État ne met pas les moyens, donc c'est pour ça que les facultés ne peuvent pas prendre plus de monde.
Mais s'il y a vraiment une politique de moyens qui est mise en place pour ouvrir ces terrains de stage, pour inciter, il y a des incitations aussi, forcément. Si on n'a pas de personnes, de personnel, peut-être que si on les incite, on aura des personnels. Alors, des incitations, ça peut être des incitations financières, ça peut être, je ne sais, il y a plein de choses qu'on pourrait utiliser, plein de moyens qu'on pourrait utiliser pour mettre ça en place. Mais s'il n'y a pas si on voit que c'est un vrai problème, ces terrains de stage, il faut quand même qu'il y ait une impulsion politique qui soit donnée. Donc, qu'il y ait un programme pour la santé. C'est ce qu'on veut au niveau de ce Ségur. Tout ça, c'est important. Donc, si on veut que l'hôpital y aille mieux, déjà, bien sûr, il faut essayer de soigner ce qui va pas bien, mais il faut aussi permettre aux jeunes qui vont arriver d'arriver dans un système qui est assaini de tous ces problèmes-là. Si on ne traite pas ces problèmes-là, on retrouvera les mêmes problèmes dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, il faut mettre en place. Donc, s'il y a effectivement une proposition là par rapport à ce dont on parle là, mais il faut que les politiques prennent en charge et essayent d'accentuer les terrains de stage pour sortir de ces CHU centrisme parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Pourquoi ça se passe dans les CHU? Parce que ça coûte moins cher. Et donc, c'est de la main-d'œuvre moins chère quand même. Donc, c'est intéressant pour eux d'en avoir et de les garder. Et il faut qu'il y ait une vraie volonté politique sur ce moyen de formation. C'est hyper important. Tout le monde le dit, tout vous qui travaillez dans les hôpitaux, vous qui êtes étudiants en soins infirmiers comme Sébastien, tout le monde le dit qu'il manque de terrain de stage. Et bah, qu'il y ait cette vraie volonté que quelqu'un dise, voilà, on va vraiment bosser là-dessus. Parce que c'est important, ça se forme là-dessus. Futurs médecins, ils seront formés grâce à ces stages. Hein. Sinon, on n'y arrivera pas. Oui, tu as raison, Emmanuel. Je me permets de vous interrompre parce que je crois que Dr Ouna c'est arrivé. Et du coup, s'il veut se présenter rapidement. Karim? Faut enlever le micro. Je ne sais pas si tu m'entends. Je pense qu'il est en train de s'installer dans la voiture. D'accord. Bon, bah, je vous laisse continuer alors. Bon. J'avais juste, moi, une réflexion, c'est-à-dire qu'on dit il faut, etc. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises sur tout le territoire, plus ou moins bonnes, souvent pas très bonnes, hein, on le constate aujourd'hui en termes de formation. Il n'y a pas d'organe d'évaluation. On n'évalue aucune réforme mise en place, on n'évalue aucune décision. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, cette idée qu'il n'y a pas d'évaluation des actes posés. C'est aussi peut-être une proposition, c'est-à-dire que tout acte et tout objectif doit être évalué dans sa forme, dans le fond, et si c'est un bon retour d'expérience, voilà. Du coup, j'aimerais intervenir là-dessus, du coup. C'est même avant ça qu'il faudrait travailler dessus. C'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ma direction 4 fois d'affilée pour des problèmes de parking payant pour les étudiants. C'est pas le sujet de ce soir. Mais du coup, c'est ce que je leur ai dit ce jour-là, c'est pourquoi pas créer des groupes de travail avant de mettre quelque chose en place. On travaille dessus ensemble, que eux travaillent dessus dans leur bureau et entre eux, et après on l'impose, donc là en l'occurrence aux étudiants. Pourquoi pas avant avoir fait un groupe de travail avec nous, et du coup on pourrait aborder les choses différemment parce qu'on aurait donné notre point de vue déjà sur le sujet, et eux avec leur sujet aussi, parce que je comprends tout à fait que les directions ont des choses à respecter, et voilà, il y a beaucoup de lois, de textes, tout ce que vous voulez à respecter, mais nous les étudiants, on a également notre point de vue à donner, et ça, la même chose pour tout groupe de travail, que ce soit les médecins, les paramédicaux, enfin tout le monde, et je trouve que ce serait super important de pouvoir, avant de mettre quelque chose en place, de le travailler ensemble. Maintenant, on a beaucoup de CREX aussi, les retours sur expérience qui existent, mais c'est pareil, c'est du retour sur expérience, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé dessus avant. Et en fait, ça, c'est un énorme problème. Et je pense que si on changeait déjà ça, si tout le monde se sentait beaucoup plus investi dans son travail et dans ce qu'on lui demande de faire, on évoluerait complètement différemment et la santé irait sûrement mieux aussi. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis tout à fait d'accord. Bonjour. Je suis tout à fait d'accord parce que ce que vous dites là, c'est de travailler en fait en mode projet. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que dans l'hospitalocentrisme que j'évoquais tout à l'heure, le mode projet, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a beaucoup de projets,
mais on ne sait pas conduire un projet de bout en bout et l'évaluer et faire des jalons et faire participer l'ensemble des personnes. Ça, c'est une compétence à acquérir aussi. Alors pour la réforme de santé, il y a eu la ministre Vidal a demandé l'année dernière justement une mission d'évaluation qui devait être rendue, donc a été demandée en mars 2021. Normalement a été rendue. Nous, on a demandé à le consulter. Personne n'a jamais vu. Voilà, ça a été demandé. Sur l'expérimentation, la réforme de santé a été expérimentée dans des facs pilotes. Globalement, ça a bien marché parce qu'il y a eu une forte augmentation. C'était sur les facs parisiennes, à Brest, à Angers. Ça a été plutôt une réussite puisque il y a eu un nombre de places important qui a été mis en place. Le problème, c'est que quand on le remet après sur l'ensemble du territoire, eh ben, on a enlevé toute la partie qui aurait fait que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on a enlevé la moitié des places qui étaient normalement dévolues pour cette réforme. Donc forcément, ça ne peut pas marcher quand on enlève la moitié de la loi qui est prévue. Voilà. Emmanuel, merci. On va juste laisser la parole à Monsieur Ounas, je n'ai pas le prénom, hein, qui est docteur de son état, qui peut maintenant prendre la parole. Allô? Allô? Bienvenue. Vous pouvez vous présenter à nous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Vous avez la parole. Bon. Je crois qu'il ne nous entend pas en fait. Non. Allô? C'est tout un art. Hein. Je crois qu'il n'a pas dû mettre écoute en bas. Oui, recording. Bon, c'était intéressant les échanges, mais comme tout le monde va pouvoir s'exprimer, mais que définitivement, ça ne marche pas. Docteur Ounas est demandé au bureau 104. Docteur Ounas. C'est bien sur les Eh bien, c'est si, bon. il nous entend. Si, il nous entend. Ah, on vous entend. Ah non. Ah oui, c'est nous qui l'entendons. En fait, là, je suis en train de faire comme la Evelyne, là, comment elle s'appelait, les speakerines, là, qui rigolent tout le temps bêtement. Je vais enlever mon micro et je vais rigoler toute seule. Sinon, en attendant, on peut déjà peut-être faire quelques propositions. Oui, j'aurais voulu quand même qu'on aborde cette fois la fameuse passerelle qu'ils veulent mettre en place avec les redoublants, vu qu'il n'y a pas de redoublement en passe et en LAS, là, les étudiants qui n'ont pas la possibilité de passer en deuxième année, qui rentrent directement en deuxième année d'école d'infirmière. Moi, je sais que ça me heurte un petit peu parce qu'il leur manque énormément d'heures de cours et de stages, justement, pour arriver en deuxième année, sachant que la deuxième année, souvent, elle commence par 5 semaines de stage. Donc, moi, ça m'échappe un petit peu. Oui, mais Sophie, c'est quelque chose qui existe déjà depuis 2012. C'est dans les règlements depuis 2012. Cette passerelle existe déjà, en fait. Oui, mais Sauf que là, dans la réforme, elle a été… Ce qui a été demandé, c'est qu'en fait, dans la réforme, elle a été enlevée, cette passerelle. Or, avant, elle existait. Elle a juste été enlevée à partir de cette réforme-là. Donc, nous, ce qu'on avait demandé, c'est qu'elle soit remise, puisqu'elle existait depuis 2012. C'est ça et c'était vraiment un tout petit nombre. C'est-à-dire que ce n'était pas tous les redoublants qui allaient passer en IPSI ou dans une école. Mais depuis 2012, cette passerelle existait. Mais avec la réforme, elle a été enlevée. Donc, pour certains qui finalement sont dit qui ne voulaient pas redoubler leur année ou qui avaient fait une deuxième année de PACES, se disaient à ce moment-là, on va continuer dans les métiers de santé. Et la possibilité, c'était de pouvoir, mais c'était vraiment un petit nombre. Hein, puis je crois que ça passait après sur des dossiers avec les cadres de l'IFSI et choses comme ça. Non. Mais ça existait déjà. Hein. Parce que j'ai des étudiants qui ont fait PACES et tout ça et qui sont arrivés en première année et qui s'en sortent pas trop mal du coup. Mais là, d'arriver en deuxième année, enfin, il y a eu un arrêté là, du 22 octobre 2021 par rapport à ça. Oui. Et s'ils ont les 60, s'ils n'ont pas leur crédit, en fait, il leur manque des crédits, ils peuvent… Non, c'est s'ils ont s'ils ont validé leur année, mais qu'ils ne sont pas reçus. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est… Bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Oui. 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 Ah, excusez-moi de vous interrompre. Je suis Karim Ounas, je sors du travail, hein, désolé. Thomas Brosset m'avait contacté et j'ai eu beaucoup de travail, je suis sorti en retard, enfin bref. Il m'a demandé, en fait, parce que je vois l'heure et je me suis dit ça s'arrête à 20h. Il m'a demandé d'intervenir par rapport à, si j'ai bien compris, les possibilités de formation quand on est déjà agent hospitalier, ce qui a été mon cas. C'est en cela que je devais intervenir. Je ne sais pas où est-ce que j'interviens au moment de la réunion. Oui, c'est très bien, docteur Ounas. On aurait voulu avoir votre ressenti sur les facilités à se former quand on était, les facilités et les difficultés. Est-ce que vous auriez aimé avoir comme possibilité en tant qu'étudiant avec le parcours que vous avez eu? Alors, je vais essayer d'être schématique. Je vais résumer. Hein. Moi, j'ai pu bénéficier de la promotion. Alors, j'étais agent hospitalier à SH et j'ai pu bénéficier d'une part d'une remise à niveau de l'hôpital psychiatrique d'Armentières dans le Nord et j'ai pu bénéficier d'un plan de formation de remise à niveau. C'est-à-dire qu'au départ, je n'avais pas le brevet des collèges et donc j'ai pu intégrer un plan de formation interne fait par une cadre infirmière. Bon, voilà, donc je me suis présenté au brevet des collèges et puis après, par la suite, toujours par le biais de l'établissement, on pouvait faire l'équivalence du bac. Donc ça, c'est pour la remise à niveau des personnels hospitaliers qui n'ont pas ou peu de diplôme. Et donc, j'ai pu bénéficier de ce plan de formation pris en charge par l'hôpital. Arrivé au concours d'infirmier que j'ai réussi, j'ai fait partie de la promotion professionnelle, c'est-à-dire que je touchais mon salaire d'agent hospitalier pendant mon parcours d'étudiant infirmier. Pourquoi? Parce qu'il y avait à l'époque, donc ça remonte à 1997, une politique. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, ça va? Oui, oui. Oui, il y avait une politique de recrutement assez important par rapport au départ en retraite. Donc, ils embauchaient beaucoup d'infirmiers et formaient beaucoup d'ASH ou d'aides-soignants qui ont eu le concours voilà. Donc, je n'ai pas eu de difficulté, si vous voulez, à avoir ma promotion professionnelle. Par la suite, j'ai passé le concours d'infirmier anesthésiste et là, j'étais employé du CHU de Lille. Par contre, c'était, même si on avait le concours, la promotion professionnelle était limitée. C'est-à-dire qu'ils avaient en prédiction X ou Y infirmiers anesthésistes en besoin. Et donc, quand bien même vous avez le concours, vous n'avez pas forcément la promotion professionnelle. Certains sont fait racheter par d'autres établissements qui ont payé leurs études pour pouvoir avoir un salaire. Ou alors, ils ont bénéficié du plan de formation ANFH. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Allô? Oui, oui, oui. Mais oui. Et donc, on est payé 86% de notre salaire de base pendant 24 mois. Donc ça, c'est tout agent hospitalier a droit, en tout cas, on peut déposer un dossier. Après, j'ai commencé les études de médecine et là, je n'avais pas épuisé mon quota d'ANFH. Bon, je me suis renseigné partout au niveau des administrations hospitalières. Enfin, j'ai énormément recherché de financement parce que j'avais déjà 2 enfants et on avait déjà acheté une maison. Et donc, du coup, voilà, j'avais pas le droit à la bourse non plus du Crous universitaire. Et donc, j'ai pu bénéficier pour ma première année de l'ANFH pendant 24 mois, en fait. Première et deuxième année. Et donc, mais voilà, ça ne couvre pas tout. Hein. C'est 86% du salaire de base. Donc, c'est pas pareil. On est désolé, mais ça coupe beaucoup. Il y a quand même un certain delta par rapport au reste du salaire. C'est énorme. Karim, est-ce que vous pourriez couper votre vidéo? Parce que du coup, pour augmenter la bande son un petit peu, en bas âge. ça coupe. Donc, ce que j'ai dû faire. Allô? Je ne
Ça coupe beaucoup? Allô? Oui, si Oui. vous pouvez couper votre vidéo, ça sera peut-être mieux. Je suis désolée. Ah. Alors, comment je peux faire ce que... Arrêter vidéo. Voilà, c'est mieux comme ça? Voilà. Oui, ça a l'air mieux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû travailler d'infirmier. Oui. J'ai trouvé aucun financement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allô, allô, allô. Oui, on entend. Oui. Donc, la difficulté est venue là, c'est que j'ai dû refaire des gardes infirmiers pendant mes études de médecine. Mais voilà, donc, parce que après le plan de financement NFH, je n'avais aucun recours de plan de financement. Non, mais même là, alors moi, j'ai ouï dire que beaucoup de P2 là, qui viendraient de l'AS ne réussissent pas, hein, eux ont abandonné, voire voilà, que les résultats sont catastrophiques. Moi, Mathieu, là, en LAS 2, en physique-chimie, il a eu 9,97. Donc, il a dit quand même, qu'est-ce que c'est que ce 9,97? Il a demandé au prof. En plus, moi, j'ai perdu ma mère, là, le 17 décembre. Voilà. Donc, du coup, Mathieu, une semaine de révision, ça a été... Excusez-moi, vous êtes qui, madame? Oui, c'est ça, je cherche. À la maison, chez nous, mais on la lisait. Je ne vois pas non plus. Donc, si tu veux, On va c'était... couper. voilà, Je suis désolée. Ouais. Voilà. Excusez-nous. Je vous laisse reprendre. Allô? C'est Karim Ounas. Je ne sais pas si vous avez entendu le cheminement de mon parcours. Oui, très bien, Karim. Merci beaucoup. Et je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous préconiseriez? Qu'est-ce que vous auriez aimé trouver comme solution à l'époque pour faciliter votre parcours et la formation des étudiants qui ont envie de se former? Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Comme dirait Arnaud, si vous étiez ministre de la Santé demain, qu'est-ce que vous institueriez? Qu'est-ce que vous mettriez en place pour que ça s'améliore? C'est-à-dire que je mettrais probablement, alors j'accentuerais le fait de pouvoir capitaliser, je ne sais pas si je peux dire comme ça, capitaliser, alors il y a deux axes, hein, soit capitaliser comment dirais-je, une partie du salaire peut-être, mais propre à l'agent hospitalier, parce que en fait, une partie de notre salaire, je crois que c'est 1%, part vers la NFH en fait, si j'avais bien compris à l'époque. Mais pourquoi pas nous capitaliser et dire, ben voilà, peut générer une partie qui n'impute pas sur votre salaire net, mais sur vos salaires bruts, mais de manière personnelle. C'est-à-dire que dans notre salaire brut, il y a une partie qui pourrait partir à l'agent pour, au fil du temps, capitaliser, je veux dire, une partie de salaire pour compenser. On me dirait, si c'est 5 ou 10%, ça ne va pas couvrir beaucoup. Le patient, c'est toujours le nerf de la guerre. Et donc, du coup, avec une participation de l'administration ou alors même des cliniques, hein, je pense que le problème est plus important quand on est issu du monde de la santé, du privé, parce que alors là, les financements sont encore beaucoup moindres. Hein. Donc, une autre proposition également pour améliorer l'état existant. Finalement, certains proposaient un tutorat obligatoire dans les formations. Moi, je pensais que c'était déjà le cas. Personne n'entend. Allô? Oui, du coup, je vais répondre à ça. Du coup, pareil, pour notre institut, on a des tutorats, enfin, pour la science infirmière, bien sûr, mais du coup, c'est la corporation qui gère ce tutorat. Donc, c'est sur le bien vouloir de la corpo de faire du tutorat et ils ne sont pas formés non plus à ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre leurs cours et créer du tutorat. Là, il y a vraiment des difficultés, quoi. Et puis, ce n'est pas une obligation, en fait. Hein. Ce sont des jeunes qui sont volontaires pour aider d'autres un peu plus jeunes qu'eux, qui sont plus ou moins formés à ça et qui le font tout à fait bénévolement. Et pour ce qui concerne les plus jeunes, ils y vont ou ils n'y vont pas. Ils en bénéficient ou ils n'en bénéficient pas. Mais en tout cas, ce n'est pas, ça pas, il n'y a pas d'obligation à suivre le tutorat.
Ça pourrait donc être une proposition très concrète de l'imposer et que les gens qui se lancent dans le tutorat soient eux-mêmes formés à un enseignement, une pédagogie, une manière d'accueillir des étudiants, quels qu'ils soient. Former, puis peut-être aussi le valoriser financièrement, parce que c'est un très gros travail, hein, le tutorat. Absolument, absolument. Donc, une proposition de former des tuteurs sur la base du volontariat avec une valorisation. Ça, c'est une proposition assez concrète. Est-ce que vous en verriez d'autres? Je crois quand même qu'il faut qu'on regarde un petit peu, parce que je vois passer un peu les messages, et Oui. il y a différents endroits où il y a des systèmes qui fonctionnent. Oui. Je crois, je ne sais plus à quelle audition on a entendu ça, mais quel médecin avait dit ça, mais il faut partir de l'existant. Il y a plein de situations différentes, plein d'hôpitaux différents, plein de manières de gérer différentes, et il y a des endroits où ça se passe très bien. Or, le problème, c'est qu'on parlait tout à l'heure d'expérimentation. Le problème, c'est qu'on ne veut pas valoriser, ou chacun reste dans sa paroisse. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y a sûrement des choses qui marchent dans certains hôpitaux, dans certains endroits. Et comme on ne se parle pas beaucoup, ou comme on ne le fait pas beaucoup, alors là, on le fait, c'est bien, ça vient de plein de milieux différents. Mais justement, il faut peut-être prendre des endroits où ça fonctionne très bien et essayer de voir si ça ne peut pas s'appliquer ailleurs. Je voyais une de vos collègues là, qui est sur Orléans et qui dit que le tutorat existe depuis des années et que ça fonctionne bien. Donc, il y a les endroits où ça fonctionne très bien, il faut peut-être aller voir là-bas et dire, bah, là, ça se passe bien, pourquoi ça se passe bien? Et l'appliquer ailleurs. Mais là, pour le problème, c'est qu'il faut se d'une manière générale, ça se passe bien le tutorat. Hein. Ils se sont vraiment. Enfin, moi, je me souviens du début du tutorat qui était un peu balbutiant, mais aujourd'hui, ce qui est fait en matière de tutorat par les jeunes, c'est assez exceptionnel, hein, en tout cas en médecine. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Le tutorat, on va lui donner un autre nom, ça s'appelle le compagnonnage. On sait que ça fonctionne. Mais là, l'idée, c'est de dire, oui, ça fonctionne, mais sauf que c'est pas uniformisé, c'est pas quelque chose. Ouais. Il y a beaucoup plus de souffrance par justement l'absence, entre autres, de compagnonnage, de transmission. Donc, l'idée, c'est de dire, mais il faut l'imposer, entre guillemets. C'est une proposition forte. Mais le tutorat, les compagnons forment leurs apprentis de cette manière-là depuis des siècles. Ce qui est important, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la médecine, c'est un métier humain. Laurence qui disait ça, qu'il y a beaucoup d'humains dedans, vous le dites tous. Je crois qu'effectivement, pour les jeunes qui rentrent dans ces formations, pour ceux qui se forment qui sont dans leurs études de santé, il faut mettre de l'humain partout. Et on ne peut pas être dans un métier où on est face à des situations difficiles mentalement et moralement si derrière on ne met pas de l'humain. Et comme vous dites, effectivement, si le tutorat devient institutionnalisé comme il l'est dans certains endroits, si ça devient institutionnalisé partout, si les formateurs sont vraiment formés partout avec bienveillance et avec empathie, puisque l'empathie est un mot très important aujourd'hui pour les futurs médecins, puisque voilà, eh bien, si on remet de l'humain, si on en met, ça existe l'humain, on n'est pas en train de dire que ça n'existe pas, mais si ça devient quelque chose qui devient la norme, eh ben, je pense que ce sera plus facile pour tout le monde, ou en tout cas moins difficile. Et peut-être que ça, c'est justement quelque chose qu'on peut mettre en place. Ce côté, vraiment remettre l'humain au centre des choses. Alors, il faut mettre des moyens avec, hein. Attention, il faut mettre des moyens. Parce que ce que j'entends des médecins, moi, hein, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein, et c'est vrai que c'est la solution et ça a marché et ça marche ailleurs. Ce que disent les médecins seniors, c'est qu'ils n'ont plus le temps, plus l'énergie, compte tenu de la situation dans laquelle ils se trouvent eux-mêmes, pour former et encadrer correctement les jeunes. Donc, il faut non seulement pousser l'idée, mais mettre en face les moyens qui permettent à ceux qui le font de le faire et de le faire bien. Oui, il me manque une troisième proposition. Est-ce que parmi les invités, il y a une proposition, parce que c'est un petit peu le but aussi de ces réunions, une troisième proposition qui pourrait émerger de ces discussions, de ces constats? Je ne sais pas si vous m'entendez.
Si. Oui. Moi, il y a peut-être une coupure. Donc, je disais pour ce qui m'est arrivé, pour les études de médecine, par exemple, pour ceux qui veulent reprendre des passerelles, etc., de faire un partenariat avec l'hôpital d'où on dépend et puis de faire un genre de contrat et un contrat d'engagement et de revenir dans son hôpital. Ça pourrait être parce que comme ça diminuerait le fait d'avoir des difficultés de chercher des financements qui franchement, j'ai tapé à toutes les portes, on ne les a pas. Hein. Ah, excusez-moi, juste moi, je n'ai pas compris. Vous pouvez réexpliquer le partenariat? Un partenariat avec l'hôpital d'où on dépend pour des formations de la santé qui ne sont pas dans le plan de financement. C'est-à-dire de se dire, ben voilà, ok, vous voulez vous former, vous êtes infirmier, vous êtes en médecine, bon, ben, d'accord, on vous finance votre salaire à condition que vous engagez à revenir dans notre établissement. Parce que ça n'existe pas actuellement, par exemple. Ou alors quelqu'un qui veut faire l'école de kiné. Et moi, je vous dis, j'avais tapé à toutes les portes, hein, vraiment toutes les portes. Hein, et zéro réponse positive. Donc, oui, que les hôpitaux s'engagent à former finalement des futurs médecins ou des futurs… c'est surtout par rapport à la médecine, parce que ça, c'est déjà le cas pour les infirmiers, les ASH qui veulent devenir infirmiers, ils sont pris en charge par leur hôpital. Oui, c'est ça. En général, oui. Oui, tout à fait. J'ai pu avoir ce… Mais quand on veut prendre d'autres études de la santé… vous pouvez expliquer les autres études de la santé? Donc, il y a médecine, il y en a d'autres? Il y a kiné, ergothérapeute… il y en a plein d'autres. Il y a kiné… Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Oui, ergothérapeute, orthophoniste, kiné, sage-femme, dentaire, enfin, j'en passe et des meilleurs. D'accord. Il y en a énormément, hein, des métiers de la santé, c'est ultra large. Hein. Et ces métiers-là, hors la filière infirmière, ils ne sont pas pris en charge. Hein, donc, le financement doit se débrouiller. Quoi. Ou alors, hors filière infirmière et aide-soignante. On est d'accord. Les enfants. Pardon? C'est hors filière. Oui, les métiers de soignants. Voilà, filière. Oui, souvent c'est en aide-soignante. Dès que ça sort de la filière infirmière ou aide-soignant, c'est pas pris en charge par l'établissement. Je vais revenir là-dessus. En fait, chez nous, tout ce qui est IBOD, IAD, c'est pris en charge par la formation professionnelle. Oui, ça c'est la filière infirmière. Ça c'est la filière infirmière. Mais si vous voulez faire médecine, sage-femme, médecine par exemple, sage-femme, diététicienne, kiné, ergothérapeute, j'en passe et des meilleurs, orthophoniste, orthoptiste, etc. Ce n'est pas pris en charge par l'établissement. Chez nous, kiné, ergo, c'est pris en charge aussi. Il y a une autre idée peut-être. Oui, Laurence, excusez-moi, Laurence, vous avez une proposition? Une autre proposition qui est que, alors, moi, mon métier, c'est DRH, donc la formation professionnelle, je connais pas mal. Et en fait, il y a une chose que j'ai observée à ma petite échelle, c'est que dans tous ces métiers de la santé, qui sont des métiers différents, il y a quand même des choses en commun. Alors, je vais vous citer l'exemple que je connais le mieux, qui sont les études d'orthophonie. Par exemple, ma fille suit des cours avec la fac de médecine dans certaines spécialités médicales, mais elle suit aussi des cours avec les psychologues à la fac de psycho. Et je pense que, quels que soient les métiers de la santé, quand on veut aller de l'un vers l'autre, il y a souvent des choses qu'on connaît déjà et des choses qui sont communes. Et pour vraiment organiser des passerelles qui soient plus efficaces, moins coûteuses et puis qui prennent moins longtemps, il faut quand même d'abord analyser ces différents cursus, regarder ce qu'ils ont en commun, ce qui permet aux étudiants qui passent de l'un à l'autre de ne pas refaire, par exemple, des choses qu'ils ont déjà faites. Vous voyez, quelqu'un qui est, par exemple, moi j'en sais rien, qui fait des études de psycho, qui veut devenir orthophoniste, il y a plein de cours de psycho, il n'a pas besoin de les refaire. Quelqu'un qui est médecin, qui veut devenir orthophoniste,
les cours d'ORL, il y a des cours qu'il n'a pas besoin de faire parce qu'il les a déjà faits. Et c'est aussi vrai dans les autres filières. Hein. Quand on veut être kiné, il y a des choses qu'on connaît en étant infirmier peut-être. Et ça, pour organiser des passerelles, il faut d'abord réfléchir à sur quoi elles reposent. Voilà. Quels sont les cursus, qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces cursus qui permettent de passer de l'un à l'autre facilement et surtout de s'éviter de refaire des choses qu'on connaît déjà. Oui, je voulais dire observer le socle commun oui. À chaque passerelle. Et ensuite organiser le passage en fonction de ça. D'accord. Et l'organisation. Okay. Moi, je reviens juste, hein, parce que tout ce que vous dites là, c'est on parle du cycle 2, du cycle 3, des choses comme ça. Excuse-moi, Emmanuel. Je reviens juste dessus. Moi, je vous dis juste sur ce qui me concerne moi particulièrement et sur la formation, parce que finalement, aujourd'hui, en 10 ans, les médecins qui vous rejoindront viendront de cette réforme qui a été mise en place l'année dernière. Faut vraiment que le monde médical, dans son ensemble, et parfois c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est dedans et puis qu'on n'est pas vraiment concerné. Faut se rendre compte de ce que cette réforme elle cause aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui vos futurs comment dire collègues vont disparaître parce qu'on les forme pas, parce qu'ils veulent partir de leur ils veulent pas rejoindre votre métier parce qu'on leur fait peur depuis 2 ans. On est en train de les perdre tous, beaucoup, trop nombreux. Il faut vraiment je pense que le monde médical, vraiment, et là c'est un appel que je vous lance, hein, c'est sincère hein, ce que je vous dis, hein, vraiment, c'est viscéral même, je dirais. Il faut que le monde médical se rende compte que on est en train de tuer leur formation, la formation initiale. Vraiment, vraiment. Ça va sortir dans quelques jours ou pas, mais en tout cas, il faut savoir que cette réforme est tellement mal préparée que quelques facultés se retrouvent peut-être même là, bientôt, dans l'illégalité par rapport aux modalités qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que ça va bouleverser là dans quelques jours, dans quelques semaines, si tout ça se confirme, on peut bouleverser 2 ans de travail qu'ils ont suivi. C'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer pour ces jeunes. Il faut en finir. Je pense qu'il faut que le monde médical se rende compte, vienne au secours de ces gamins et dise qu'il faut en finir avec cette réforme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez devenir médecin parce que vous faites des cours d'hindi, ou vous pouvez ne plus être médecin parce que vous êtes dans la langue, dans votre mineur et vous faites une langue hindoue. Et ben si vous avez une langue, si vous êtes très bon en médecine, mais que vous avez une note éliminatoire là-dedans, eh bien, vous ne serez pas médecin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on empêche des gens d'être médecins parce qu'ils ne sont pas bons psychologues, parce qu'ils ne sont pas bons sur la SFIO, parce qu'ils ne sont pas bons sur la chimie, parce qu'ils ne sont pas bons sur la biologie, sur la SVT, sur des choses qu'ils ne voudront jamais faire de toute leur vie, mais qu'on leur dit, mais si vous n'êtes pas médecin, ce n'est pas grave, vous pourrez devenir ça. Il faut se rendre compte vraiment qu'il faut en finir, il faut vraiment qu'il y ait un mouvement qui vienne de vous, parce que les parents, on dit que c'est très personnel, donc on dit c'est normal, ils sont concernés, mais je pense que ça vous concerne tous. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit on ne va pas former dans 10 ans les déserts médicaux, c'est compliqué, sauf que les déserts médicaux, ils se creusent dans les 10 ans à venir. Le rapport de l'NDPS qui est sorti l'année dernière, il est très, très, très précis là-dessus. Dans les années 30-35, on a des déserts médicaux un peu partout. Et donc, ces médecins, ils se forment, on nous dit oui, mais on ne peut pas gérer ça maintenant parce que les médecins, c'est dans 10 ans. Ben oui, mais dans 10 ans, vous allez en avoir besoin. Il faut vraiment que vous veniez au secours de ces gamins et que vous alliez tous autant que vous êtes médecins et dire au ministère et à ces gens-là, terminez-en avec ce double cursus qui est absurde, qui est ridicule et qui est en train d'être contre-productif pour les futurs médecins de demain. Voilà, c'est important, il faut le mettre noir sur blanc. Voilà. Oui, merci Emmanuel. C'est aussi tout l'objet de ce vrai Ségur et de ces auditions. On est tout à fait d'accord et on partage ce que tu viens de dire. Je vais demander à chacun d'entre vous de pouvoir faire court parce qu'il va falloir qu'on conclue. C'était très intéressant, mais malheureusement, je suis la maîtresse du temps. Et donc, je vous invite chacun à conclure, si possible, assez rapidement. 2 minutes. Merci d'avance. Laurence, vous pouvez commencer, je vous ai sous les yeux. Alors, je commence, très bien, merci. Bon, moi, la dernière fois, je m'étais centrée sur les questions
liées aux conditions de formation, à la maltraitance, au temps de travail. Donc ça, je ne vais pas y revenir. Là, je pense qu'on a un sujet de fond au niveau des cursus, c'est-à-dire que le contenu des cours, alors qui sont évidemment différents, première, deuxième, troisième, xème année, hein, doit être revu en tenant compte des passerelles qu'on peut faire entre les différentes professions de santé, parce que ça, c'est important, qu'un étudiant qui arrête, il ait des solutions, quoi. Et aussi, en y introduisant de façon plus forte et plus systématique des dimensions de sciences sociales et humaines, parce qu'il faut absolument qu'ils apprennent ça et qu'ils évitent de reproduire, en fait, ce qu'ils subissent aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Une minute, j'ai fait une minute. C'est super, merci, bravo. Je vais passer la parole à Sébastien. Merci d'en faire autant. Je vais me dépêcher. Du coup, là, tout ce que je veux dire, c'est centré sur la science infirmière, mais du coup, on peut aussi parler de la précarité étudiante, qui est un gros problème. Et du coup, il y a des solutions à trouver là-dessus. Il faudra peut-être en reparler plus tard, parce que c'est un gros sujet. Mais voilà, juste la précarité étudiante. Et pourquoi pas mettre en place quelque chose afin de découvrir mieux, parce que c'est des bacheliers qui arrivent directement ici, et du coup, ils ont 17, 18 ans, jusqu'à 20 ans, on va dire, pour la moyenne d'âge. Et pourquoi pas essayer de créer une découverte du métier par le biais d'un stage optionnel lors de leur orientation, quoi. Ça avait été. Alors Sébastien, je retiens parce que c'est déjà une proposition qui a été faite de pouvoir ouvrir des stages d'observation à des jeunes qui ne sont pas forcément majeurs. Voilà, c'est une proposition qui avait été déjà évoquée. Merci de la reproposer. Et par le biais de Parcoursup aussi, du coup, en fait, certains mettent le choix optionnel infirmier, se retrouvent en infirmier alors que c'est pas du tout leur choix. Du coup, ils vont rester 1 an à l'école et ensuite se réorienter l'année d'après en Parcoursup. Et du coup, ça crée des allers-retours un peu inutiles et ça prend des places de personnes qui ont vraiment envie de cette place. Tout à fait. Quelque chose aussi au niveau de Parcoursup à revoir. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, merci. C'est super. Oui, le docteur Ounas est-il toujours parmi nous pour conclure? Je ne le vois pas. Oui, je pense que ça. Si. Non. Oui. J'ai enlevé la vidéo, vous m'entendez? Oui, allez-y. Vous avez. Oui, comme je disais, la possibilité pour, en fait, comme je disais, la possibilité pour les agents qui veulent se former dans les métiers de la santé hors filière, je dirais infirmière ou qui sont dans les plans d'établissement, de faire un contrat avec l'établissement d'origine pour pouvoir rendre le nombre d'années et pouvoir faire leur. Bon. Oui, merci. Merci au docteur Ounas pour cette proposition que vous nous aviez faite tout à l'heure. On ne vous entend plus. Emmanuel, merci. Oui, je pense. Voilà. Eh bien, merci à tous. Et donc, ces propositions seront consignées. C'était très riche, très intéressant. Moi, j'ai appris des choses supplémentaires. Voilà, je ne vais pas faire plus long parce qu'on a beaucoup dépassé. Merci à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Oh, pardon, j'ai oublié Sophie. J'ai oublié Sophie. Oh là là, la nulle. Si, Sophie, je ne peux pas. Sophie, 1 minute. C'est pas grave, ça reprend un petit peu déjà ce qu'on avait dit la semaine dernière, le Parcoursup qui est complètement un algorithme pour des métiers de santé. J'avais dit, moi, c'était complètement ridicule et qu'il fallait revoir ça. Et puis, rien de plus à ajouter par rapport à toutes les propositions qui ont été faites. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Pardonnez-moi, hein, surtout, pardonnez-moi. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Je ne sais même pas comment on est.